Un couple de sociologues, à Paris. Monique et Michel Pinson-Charlot, spécialistes de la bourgeoisie et auteurs d'un livre Coup de poing. Dans cet ouvrage, ils révèlent comment les riches nous livrent une guerre sans merci. Voici la violence des riches. Première question sur votre livre, La violence des riches. Expliquez-nous d'abord ce que c'est que cette violence et comment elle se traduit. Alors dans cet ouvrage, on a essayé de faire une compilation qui n'est d'ailleurs pas du tout exhaustive des principales formes de violence qu'exercent ceux qui concentrent les richesses et les pouvoirs en France et puis en Belgique et dans les pays européens. Disons que c'est un peu ça notre tableau général pour analyser cette violence des riches. Et donc, il y a une première forme de violence qui est objective, qui est économique, avec la mise au chômage de millions de Français, avec les deux principales choses, les délocalisations dans les pays du tiers-monde où il n'y a pas de SMIC et où les gens sont payés au tarif local, celui de la misère. Et ce qui fait qu'en France, les gens se retrouvent au chômage. Et donc ça, c'est une forme de violence qui est objective, économique et qui s'inscrit dans l'espace. On ouvre le livre sur une région qui est justement très proche des Ardennes, qui est les Ardennes, très proche de la Belgique. Et où là, quand on se promène dans la vallée de la Meuse française, c'est un décor de mort. Les ouvriers non seulement sont traités de coûts et de charges par les plus riches, mais en même temps, on les laisse vivre avec des friches industrielles qui leur disent une seconde fois qu'ils ne sont plus rien, qu'ils ne sont plus que des déchets et des rebuts de la société. Ça, c'est la première forme de violence très objective, très économique, très dure, très violente. Et puis ensuite, il y a des formes de violence beaucoup plus insidieuses. Et c'est ça qui fait, je crois, plus l'intérêt de notre livre, parce que ce sont des formes de violence qui touchent le cerveau, qui touchent profondément nos têtes et notre intériorisation du social, et qui fait qu'on aboutit à ce que nous appelons la servitude involontaire. Parce qu'elle n'est pas volontaire, elle est le résultat de différentes manipulations qu'opèrent les puissants sur les classes moyennes et les classes populaires. Donc ça, c'est pour ce qui est de la violence des riches dont vous parlez. Maintenant, quelle définition vous donnez des riches? C'est qui les riches dont vous parlez? La richesse, c'est avant tout une possibilité de vivre de son patrimoine. C'est-à-dire que la profession que l'on a n'est pas essentielle. On peut s'en passer ou on peut faire autre chose que des affaires. Il y a bien sûr dans les riches que nous avons contactés, vus, etc. Il y a bien des chefs d'entreprise, il y a aussi des banquiers, mais il y a des écrivains. Il y a des gens qui font du cinéma, des gens qui font d'autres choses, parce que ce qui caractérise ces riches, c'est-à-dire on devrait plutôt parler de grande bourgeoisie, ce qui les caractérise, c'est le fait que ce n'est pas leur activité professionnelle qui les définit, mais bien le fait que leur patrimoine est très important. C'est une vraie classe sociale au sens marxiste du terme, c'est-à-dire en soi, avec des conditions de vie, suffisamment d'argent, de culture, de réseaux sociaux, de prestance symbolique, pour se retrouver ensemble dans les beaux quartiers et se reconnaître et se coopter dans les cercles, et une classe sociale pour soi, c'est-à-dire une classe sociale qui est mobilisée pour la défense de ses intérêts. Cette mobilisation de cette classe se fait sur tous les fronts, la finance, la politique, le monde des médias, le monde de l'art, la littérature, la peinture, les châteaux classés monuments historiques, les paysages, enfin l'eau, rien n'est laissé au hasard, sur tous les fronts et dans tous les instants. Et ce qu'il y a d'assez extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas de chef d'orchestre. C'est le système capitaliste, la défense de leurs intérêts, la mobilisation de cette défense de leurs intérêts, qui, dans la phase néolibérale,
où la finance dicte désormais sa loi aux politiques, y compris au sein de cette classe-là, fait qu'on se dit c'est pas possible, ils ont comploté. Hein, mais c'est une classe sociale au travail, voilà. Quels sont les mécanismes de la domination des riches? Alors, il y a de nombreux mécanismes qui sont mis en œuvre et qui font justement l'objet de cette espèce de panorama qu'on a essayé de faire dans cet ouvrage. Bien montrer qu'il s'agit bien d'une guerre des classes que mènent ces plus riches contre les peuples. Depuis 2007 et 2008, où il y a eu cette crise purement financière et spéculative, qui a créé des dettes privées considérables. En France, par exemple, Nicolas Sarkozy a tout de suite apporté 360 milliards pour aider les banques à ne pas s'écrouler. 360 milliards d'euros, vous voyez, ça règle immédiatement tous les déficits et la dette de la France. Et donc, ils se sont servis d'une spéculation totalement folle, totalement débridée, totalement destructrice pour la planète et les peuples, comme arme supplémentaire pour mieux asservir les peuples. Ils ont transformé cette dette privée en dette publique, demandant au peuple de financer cette dette avec des plans d'austérité et la destruction, comme Michel l'a dit, des services publics et des protections sociales. Voilà un exemple avec une arme financière, mais qui n'est pas qu'une arme financière, parce que c'est relayé par des armes politiques, des armes idéologiques, et puis une violence objective. Hein, vous allez vous serrer la ceinture. Mais c'est une histoire inimaginable. Quand je le raconte comme ça, on se dit mais c'est naïf, c'est un conte de bas étage, eh ben c'est pourtant ça. C'est ça la réalité. On est dans un infantilisme économique, un infantilisme idéologique, un infantilisme, une régression intellectuelle totale. On nous fait avaler cette histoire. Et le problème, c'est que les peuples, à partir de toutes les manipulations idéologiques et linguistiques dont j'ai parlé, sont tétanisés par le côté brutal, animal, incroyable, impossible à même réfléchir, à même pouvoir accepter, tellement c'est inouï. C'est-à-dire qu'il y a une guerre qui a une dimension psychologique. C'est très important de justement rendre responsables les peuples des méfaits de ce libéralisme financier qui a été à l'origine des problèmes de la crise de 2008, qui continue maintenant d'ailleurs. Il y a le contrôle des moyens d'information, par exemple. Alors là, bon, nous bénéficions d'une possibilité de nous exprimer, mais qui est tout à fait intéressante, mais c'est assez rare. Nous avons, en France, été victimes de censure qui faisait que des entretiens avec des journalistes dans la presse écrite n'ont pas été publiés parce que ce que nous disions n'était pas recevable et on était à contre-courant et de toute façon il est hors de question de publier ça. Donc il y a un recul de la conscience politique, un recul de la contestation politique qui est très dangereux aujourd'hui. Comment expliquez-vous qu'il n'y ait pas davantage de révolte collective, ou en tout cas de remise en cause collective plus marquée de cet état de fait qui est quand même tout à fait dramatique? Il y a d'abord le fait que le capitalisme est bien sûr destructeur, c'est le thème de cet ouvrage, mais il est en même temps créateur de richesses. Et notamment, dans le domaine de la consommation, les peuples européens ont acquis une capacité dans le domaine de la consommation qui les piège. Hein, il y a un certain plaisir à avoir
Michel, par exemple, notre fils, lui a offert pour Noël un iPad ou un iPhone, mais il était content. C'est pas tout à fait pareil, mais mon équipe est très compétente. Il avait les yeux qui lui sortaient de la tête, et puis tous les matins, il est là, il regarde son manuel et tout ça, ça l'occupe, et il est vraiment content. Et puis après, qu'est-ce qu'il voudra? Enfin bref. Donc, cette consommation procure du plaisir, j'en suis témoin, et on en veut toujours plus, et donc on a peur. Voilà, ça tient les gens aussi. Il y a le fait que, comme je l'ai déjà dit, il y a ces manipulations sur le cerveau qui sont... alors, ça ne vous concerne pas vous pour votre émission, mais par exemple, les journaux télévisés français de 20 heures sont construits à partir de faits divers, de choses qui ne sont pas du tout hiérarchisées et qui sont mis dans n'importe quel ordre, et où on sait que la pensée critique peut se développer à partir de X secondes. Donc pile avant que le cerveau puisse avoir un espèce de recul avec ce qu'on est en train de dire, ça s'arrête et on passe à un autre sujet. Donc les gens perdent l'habitude de la réflexion. Donc si vous voulez, c'est un ensemble de facteurs qui font qu'aujourd'hui, en effet, on est face à des peuples qui sont individuellement tétanisés, sidérés, révoltés par l'ampleur des inégalités, mais impuissants à se révolter. Parce qu'au fond, le système néolibéral tel que nous le décrivons avec ses différents types de violences, il ne conteste pas, il ne demande pas à ce qu'on reconnaisse qu'il est juste. La seule chose qu'il demande, c'est qu'on ne le combatte pas, c'est qu'on ne le remette pas en question, qu'on soit impuissant à le remettre en question. C'est cela seul qui importe à la classe des riches. La tétanisation, l'impuissance des classes moyennes et des classes populaires. Qu'on se dise révolté sur le plan moral et religieux, tout ça, ça mange pas de pain, vous pouvez dire ce que vous voulez. La seule chose qu'on vous demande, c'est de ne pas changer cet ordre qui doit être présenté comme naturel, hein, comme le soleil qui nous chauffe ou la lune qui brille, et que de toute façon, il n'y a pas d'alternative. No alternative, avait dit Margaret Thatcher. Cette violence symbolique est décisive sur la possibilité de se révolter. On ne peut finalement se révolter que lorsqu'on ne respecte plus, on ne prend plus au sérieux cette suprématie, cette hiérarchie, et on se dit, moi aussi, je suis un être humain, je les vaux bien, et je travaille. Si je ne travaille plus, comment ils vont se démerder? Ils n'y arriveront pas. Donc, il faut cette conscience-là, cette conscience de classe, finalement, et de se dire que ce n'est pas juste qu'il y ait, parce qu'en plus il y a le problème de la reproduction, c'est de génération en génération qu'ils sont dominants. Donc on est dans des systèmes qui deviennent ceux d'une sorte de noblesse de l'argent, d'aristocratie de l'argent. Et ça, c'est quelque chose qui doit être dénoncé, comme les privilèges de l'aristocratie ancienne, noble, ont été abolis. Pour nous, il y a eu Margaret Thatcher, puis Tony Blair. Tony Blair, c'est l'abdication du socialisme. C'est fini. Ce qui compte, c'est que à la City, ça tourne bien, que les riches s'en mettent plein les poches et qu'on ait la paix sociale. Hollande, c'est Blair après Thatcher. Ça revient au même. Et on a eu en Allemagne Schröder. Donc il y a eu en Europe un recul des forces, y compris pas vraiment révolutionnaires, hein, simplement socialistes qui voulaient des droits sociaux, qui voulaient freiner le pouvoir du capital, etc. Bon, tout ça a reculé
et pour avoir des dirigeants socialistes qui sont acquis au néolibéralisme. Or, le néolibéralisme n'a qu'un objectif, c'est faire de l'argent, et que les riches soient encore plus riches. C'est ça, le néolibéralisme. Il n'y a pas d'autre philosophie. Ça veut dire que pour vous, la gauche européenne, dans son ensemble, a capitulé? Oui. Complètement. On part du principe que rien n'est naturel dans ce qu'on raconte, c'est-à-dire que le système capitaliste est une construction de l'homme, que le système néolibéral, aujourd'hui, cette phase extrêmement violente du système capitaliste, est également le résultat de la construction d'une classe dominante, qui en veut toujours plus dans la prédation du travail des ouvriers, des classes moyennes, des intellectuels, et que ça n'est pas du tout naturel, c'est des constructions sociales. On a une classe sociale qui mène la guerre contre les autres et qui crée pour ça l'enfer fiscal pour nous, le paradis fiscal pour elle, qui s'approprie complètement les ressources publiques des États, qui lamine les territoires nationaux, les souverainetés politiques au bénéfice d'une circulation libre de leurs profits, du capital et de leurs propres personnes, parce que la circulation libre des personnes, vous savez très bien qu'elle s'arrête à un certain niveau de fortune. Pour ceux qui sont pauvres, ils se heurtent à des murs. Ça a été construit par les hommes et donc ça peut être démoli par d'autres hommes. C'est-à-dire que nous pouvons démolir ce système pour construire quelque chose d'autre. Simplement, c'est plus difficile de construire quelque chose d'autre face à ce qui a été construit par cette classe, le système capitaliste qui a envahi toute la planète. On a aujourd'hui avec le néolibéralisme, une véritable somatisation des rapports sociaux. Dans cette guerre de classe, on marque les corps. Autrefois, on marquait les corps des pauvres pour les punir. Je ne sais pas, Arlette Farr, je raconte des histoires atroces au fer, comme tu dis, au fer rouge, voilà. Et là, maintenant, on les marque de façon insidieuse à travers des stratégies alimentaires qui, par exemple, jusqu'au mois de mars 2013, en France, il y avait des teneurs en sucre, en sel et en graisse beaucoup plus élevées dans les aliments de base vendus dans les Antilles françaises qu'en métropole, pour que les Antillais qui aiment bien boire des sodas aient des corps qui soient marqués par l'obésité, par le surpoids, pour rendre visible leur statut de dominé. Et pour vous, c'est une volonté délibérée? Écoutez, quand les députés du Parlement européen ont voulu tout simplement faire diminuer, alors pour l'ensemble des pays européens, les teneurs en sucre, en graisse et en sel dans les aliments industriels qui sont les aliments des pauvres, qui sont les aliments des plus démunis, le lobbying a été tel que ça a été retiré, mais en l'espace d'une semaine. Ils n'avaient jamais subi un tel lobbying. Donc voilà, la réponse, c'est la mobilisation des intérêts des dominants. Alors ce sont des intérêts qui sont économiques, mais vous ne me cacherez pas que derrière, on ne peut pas m'empêcher d'y voir des manipulations sur les corps des pauvres. Nous ne sommes pas dans une posture de dénonciation. Nous tenons beaucoup à ça. Nous dévoilons un système inique, violent, que nous ne supportons pas. Mais si vous voulez, c'est très important pour nous que le dévoilement prenne le pas sur la dénonciation,
afin que ceux qui vont nous lire ou nous écouter comprennent bien que c'est quelque chose qui est compliqué, qu'on n'est pas dans le tous pourri, que le tous pourri est un raccourci et qu'il faut passer par le temps de l'analyse, de la compréhension pour arriver à transformer ce système. Comment est-ce qu'on peut individuellement aussi se libérer de cette violence? Par ce que nous appelons la vigilance oligarchique de tous les instants. Chacun est pris dans sa vie, soit dans son entreprise, soit sur le plan local, soit avec sa famille. Enfin, on est tous pris dans des tas de réseaux. Et essayer de faire remonter ces réseaux, quand on est ouvrier dans une entreprise, s'intéresser aux actionnaires de l'entreprise, s'intéresser à la vie de l'entreprise et dénoncer, dévoiler les choses qui sont répréhensibles, qui sont... Enfin voilà. Et donc là, en ce moment, moi, je suis très, parce qu'on est très aussi sur la délinquance des riches et l'évasion fiscale, sur les lanceurs d'alerte. Vous terminez votre livre en disant que le chaos, c'est maintenant et qu'il est urgent de rompre avec le capitalisme. Et donc, quelle adresse, quel message enverriez-vous aux téléspectateurs, aux téléspectatrices qui vous regardent? Ce serait un message empreint d'une certaine gravité. Parce que c'est vrai que ce que nous avons découvert après 30 ans de travail sur ceux qui concentrent toutes les richesses et tous les pouvoirs est très inquiétant pour l'avenir. Et donc, c'est que chacun prenne ce message comme il peut le capter, avec sérieux. Nous ne fabulons pas, nous n'inventons pas du tout un mauvais complot. Nous décrivons une guerre de classe que mènent les plus riches et qui ira jusqu'à un processus soit d'élimination de nombreux êtres humains par millions, voire par milliards, soit un processus, et les deux n'étant pas incompatibles, de déshumanisation profonde des catégories des êtres humains les plus défavorisés. Et donc le chaos, c'est maintenant. Alors c'est vrai qu'il y a ce paradoxe de dire ça dans un petit pavillon de la banlieue parisienne, assis dans des fauteuils de style et tout ça. De se dire mais c'est pas possible, ils sont dans un univers cotonneux et puis ils crient au feu. Mais c'est la difficulté de la situation, parce qu'on est dans des pays avec une certaine richesse qui a pu s'accumuler, de la consommation, on est plus des consommateurs que des citoyens aujourd'hui, et c'est bien des citoyens qu'il faut redevenir à part entière. Et si jamais il y a des téléspectateurs qui se disent mais ils exagèrent, c'est pas comme ça aujourd'hui, il faut penser aux générations futures. Il faut penser au fait que le réchauffement climatique, c'est parti, c'est irréversible, que la spéculation sur le réchauffement climatique va évidemment exacerber ce réchauffement lui-même, que les inégalités vont s'aggraver et s'aggravent à une vitesse qui nous-mêmes nous tétanise, et qu'enfin, la bulle financière, l'instabilité financière s'aggrave de jour en jour. Donc, la crise de 2008 doit être prise très au sérieux, parce que ça n'est pas une crise comme les autres crises précédentes. C'est une crise beaucoup plus grave, beaucoup plus lourde, qui va entraîner une récession, alors qui n'aboutira pas sur les guerres traditionnelles que nous avons pu connaître jusqu'au bout de l'horreur au XXe siècle, mais qui nous a installés dans un état de guerre qui ne dit pas son nom. Et donc, il faut prendre au sérieux cette idée de guerre des classes. D'ailleurs, ce n'est pas nous qui l'avons inventée, puisque c'est la principale fortune américaine, Warren Buffett, qui a dit, en effet, nous sommes dans une guerre des classes, et cette guerre des classes, c'est ma classe, les riches qui la menons et qui sommes en train de la gagner.